Palais.com. Bonjour. Nous sommes le mardi 3 septembre 2019 en direct sur Radio Nicaragua. Jérémy, Aguana, Léogane, La Brise, à Campera et d'autres, et sur internet radio-mélodie-haïti.com. Grand titre, Port-au-Prince fermé ce lundi par des manifestants contre l'augmentation sauvage des prix du carburant profitant de la rareté. C'est ou bien le carburant sera vendu à son prix officiellement fixé ou bien il ne le sera pas. Des manifestants menaçaient ce lundi de bloquer l'entrée sud de la capitale par où passe le carburant venant du port de débarquement. Le Premier ministre désigné Fritz William Michel, invité à présenter ce mardi sa déclaration de politique générale à la Chambre des députés. Selon les gouvernants, l'État perdrait 7 milliards de gourdes par mois dans la subvention du carburant à la pompe. L'ouragan Dorian menace les États-Unis et d'abord la Floride que le monstre atteindra ce mardi, éventuellement après avoir dévasté les Bahamas. La Banque mondiale envisagerait une seule et même monnaie pour la République dominicaine et Haïti. Ce n'est pas officiel. Et l'éditorial ce matin, les chimères du gaz. Vous écoutez Mélodie, il est 7h03. Année l'école 2019-2020 a commencé lundi 9 septembre 2019. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale et formation professionnelle. J'en ça toujours fait. Bien plaisir mesures ministère apprend pour accompagner maman et papa petite dans l'occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte pour accueillir élèves lundi 9 septembre 2019 là. Directeur l'école doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec enseignants pour respecter date 9 septembre 2019 là. On respecte calendrier scolaire 2019-2021 qui prévoit 189 jours classe, 945 aides d'enseignement pour l'école fondamentale, 1134 aides pour enseignement l'école secondaire. Ça qui a permis élèves et enseignants travailler plus bien sur tout programme classe. Maman et papa petite, parents qui responsables Timounio, on prépare depuis Kounia pour nous voyer Timounio l'école depuis premier jour qui c'est lundi 9 septembre 2019. Pour Timounio capable prendre bon genre éducation sans manquer yon jour l'école. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement Timounio et développement pays. Mélodie, il est 7h05. Le Premier ministre désigné Fritz William Michel invité à présenter ce mardi sa déclaration de politique générale à la Chambre des députés. Bien entendu, il faut le voir pour le croire. Fritz William Michel présentera son énoncé de politique générale ce mardi à la Chambre basse, titre HPN. La nouvelle est confirmée par une source proche de la Chambre à l'issue de la conférence des présidents tenue ce lundi. La présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre désigné Fritz William Michel a été programmée pour ce matin à 11h. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, a minimisé les prises de position des députés issus du groupe minoritaire qui fustigeait son comportement lors de la séance de mise en accusation du président Jovenel Moïse. La dite séance s'était soldée par un vote en faveur du président de la République, Jovenel Moïse, réfutant la demande de mise en accusation. Cette séance de présentation de Fritz William Michel, annoncée pour ce matin, arrive après une journée de tension provoquée par la pénurie de carburant dans la région métropolitaine, donc concernant la séance. C'est la loi qui mène à l'Assemblée. Donc, la loi, c'est pratiquement boussole nous. C'est la raison pour laquelle nous faisons conférence des présidents qui sont jours réguliers. Et par rapport à deux problèmes. Le premier problème, c'est une correspondance que les députés minoritaires ont écrit nous, ont demandé nous pour nous camper sous séance de ratification Premier ministre, pour qu'on ait un bureau à Baka
prend décision ça, bureau incompétent. Donc nous posons question dans la conférence des présidents qui tranchait, qui fixe date pour ratification pour les ministres. C'est bon courrier tout qui demande nous pour nous organiser séance de mise en accusation encore. Donc conférence des présidents rejeté 2 points ça et demain 11h séance de ratification pour les ministres fixée. Et m'a rappelé les peuple haïtien, m'a rappelé élu qui a représenté le peuple haïtien. Je dis à nous dans le pays côté même gaz Haïti pas qu'à gérer, nous avons raté de carburant, que ce soit pour certains qui disent sont ratés artificiels, mais nous-mêmes, qui dans la rue, nous voyons la population qui marche à pied, nous voyons tout le monde qui a un peu de difficulté, même si il y a un problème dans le monde, ou pas qu'à gagner gaz là, est-ce que c'est compagnie qui a fait marché noir, ou bien est-ce que c'est le gouvernement qui va faire travailler. Donc je dis qu'il y a urgence pour que nous... Président de la Chambre des députés, Gary Baudou, Port-au-Prince fermé ce lundi par des manifestants qui se disent contre l'augmentation sauvage, anarchique des prix du carburant profitant de la rareté. C'est ou bien le carburant sera vendu à son prix officiel, ou bien il ne le sera pas. Des manifestants projetaient ce lundi de bloquer l'entrée sud de la capitale par où passe le carburant venant du port de débarquement. HPN, situation de tension. Des quartiers de la zone métropolitaine ont connu ce lundi une forte tension provoquée par la pénurie de carburant, des pneus enflammés, un peu partout, Bourdon, Canapé Vert, Delma, au portail Léogane, ainsi qu'au bas de la Lue, Turgeau, Monseigneur Guillou et bien entendu au Champ de Mars. Les manifestants pestant contre le prix du carburant sur le marché informel, le gallon se vendrait ainsi jusqu'au double de son prix normal. Au Caille, par exemple, à 1000 gourdes. Les manifestants lançant des pierres en direction des forces de l'ordre qui essaient de protéger certaines stations d'essence, même si celles-ci ont gardé leurs portes fermées pour pénurie. Les automobilistes accusent les pompistes de stocker l'essence, au contraire, provoquant un marché noir pour faire monter les prix. Une situation qui provoque la grogne tant des automobilistes que des entrepreneurs qui utilisent la gasoline comme source d'énergie. Signale HPN, ce lundi, la plupart des pompes sont restées fermées. La situation est explosive et fait craindre le chaos, si ce n'était pas déjà le cas. Des correspondants locaux ont fait aussi état d'un mouvement de protestation dans la commune de Miragouane contre toujours la pénurie d'essence. Haïti proche d'une explosion sociale avec déjà un taux d'inflation qui vient de franchir les 20%. Les citoyens occupent le béton pour forcer les autorités à prendre des mesures pour résoudre le problème. Mais le gouvernement pas il pas place dans la société là même. Pour le gouvernement gouvernement Jovenel là, pour supposer non gel. Pour pas place dans la société pour pas nous chance dans le pays parce que c'est Jovenel qui monte pour toute bagage en fait. Jovenel pas qui ça Jovenel. Pour nous quitter le pays pour ceci. Pas payer à l'autre monde, nous faut ramasser caractère comme monde. Si Jovenel, président Jovenel, t'es caractère monde, dit des monde. Son moment te fait, faut supposer pour quitter le pays à pour souffle. C'est nous-mêmes, on va bloquer le pays. L'école là quelques jours là, non, jusqu'à présent, moi-même, j'ai petit l'école, qui fait philo, au Cap ici, jusqu'à présent, on va résultat, pour dire l'école lundi. Mais quand l'école ça va l'ouvrir, Jovenel va répéter ici, l'autre nègre va répéter ici, mais à monter gaz, quand l'école ça va l'ouvrir. En tant que monde, si Jovenel était un monde, il pourrait oser, raser, nous allons aller. Et le fait commencer, et le pas qu'on va finir. Un diplôme, pour essayer de vendre des GIA, il va mettre un petit table, pour la faire groupe sanguin pour le monde. Et pas sa parole. Pour toute richesse au pays, si vous sentez voir ou si vous sentez vagabond, mélangez à Jovenel Moïse. Pour toute richesse au pays, ok, mais l'on pendant ce temps, le quitter c'est la misère pour le peuple là, le quitter ce chauffeur moto, le banou, c'est pas si le banou de pays. La commune de Carrefour bloquée ce lundi, HPN, les résidents de Carrefour, banlieue sud de la capitale, ont bloqué les artères pour protester contre la pénurie d'essence que traverse le pays depuis
plus d'une semaine maintenant, malgré la présence de 2 tankers au terminal de Thor à Carrefour, les pompes ont gardé leurs portes fermées ce lundi. Cependant, à quelques mètres de là, le marché informel est florissant avec le gallon qui s'achète à au moins 550 gourdes. Une situation qui provoque la colère des automobilistes et des taxis-motos, n'arrivant pas à alimenter leurs véhicules. Des pneus enflammés ont été remarqués ce lundi un peu partout, à Port-au-Prince et dans ces faubourgs. Certains pompistes alarmés ont indiqué que des camions-citernes devaient commencer la distribution hier lundi soir. On ne sait pas où en est la situation encore ce matin. Insécurité, vie chère, Haïti sous haute tension, avec une nouvelle rareté inexpliquée de produits pétroliers, titre de son côté Alter Presse, à côté de l'insécurité, de la vie chère. Maintenant, l'inflation à 20%, qui sème le chaos, le désarroi dans les familles à la veille de la rentrée officielle des classes. Haïti vit depuis 2 semaines, écrit Alter Presse, une situation avec une nouvelle rareté inexpliquée de produits pétroliers sur le marché national, une situation tout au moins de forte tension. Barricade de pneus enflammés, la tension était vive ce lundi à cause d'une énième rareté de produits pétroliers. En ce début septembre, des barricades enflammées sont réapparues à Delma, Pétionville, Carrefour. Plusieurs entreprises, bien sûr, se sont empressées de fermer leurs portes. De leur côté, les marchands ont ramassé également en vitesse leur commerce installé sur les trottoirs pour se protéger des dérapages. Par moments, la panique et l'anxiété ont paralysé la circulation, ainsi que des véhicules privés et de l'État, autant que des transports en commun. Longue file d'attente dans les pompes à essence due à cette nouvelle rareté de produits pétroliers, en même temps que l'État annonce l'arrivée de 2 tankers de 300 000 gallons, ou je ne sais pas, et on ne sait plus et qui croire, on ne sait plus où mettre sa confiance. Ce mouvement va durer jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction à nos revendications, disponibilité des produits pétroliers dans les pompes et vente du carburant au prix officiellement fixé. Ce sont là les déclarations des manifestants. Nous réclamons la baisse des prix des produits de première nécessité ainsi que la tenue du procès Petro-Caribé, criaient certains. Beaucoup de chauffeurs de taxi-moto sont très actifs dans ce mouvement en bloquant l'accès à diverses rues. C'était hier lundi. Le directeur général du BMPAD, Bureau de monétisation des programmes d'aide et développement, responsable de l'importation, a confirmé l'arrivée depuis dimanche et déjà même, commençant samedi, d'une cargaison de 258 000 barils de carburant. Une partie de cette cargaison, 53 000 barils, était déjà arrivée la veille samedi, a précisé le directeur du BMPAD, assurant que les pompes devraient être approvisionnées dès ce lundi, hier, 2 septembre. La subvention de la gasoline, du diesel et du kérosène, cependant, entraînerait chaque mois une perte d'environ 75 millions de dollars américains, selon le BMPAD, Alter Presse qui a traduit de 7 milliards de gourdes, ce qui ferait 75 millions de dollars. La rue continue de chauffer. Le coordonnateur du syndicat des enseignants, Josué Mérilien. Question achat-distribution des produits pétroliers, ça rentre dans le cadre de service public là, et que l'État va permettre lui de gérer la ville là, sans que ça va créer de gros problèmes dans la vie de la population. Jean Bayoui là, bandit légal n'a parlé dans le ministère du Mati, et créer toutes conditions pour les faire pas l'ouvrir, et que c'est ça. Le neuf là, c'est surtout relance pour mobilisation par le fait, d'État, parce que achat distribution gaz, c'est des activités qui rentrent dans sa relais, service public, que l'État doit assurer pour que la population ville comme ça doit, c'est des questions normales. Donc, c'est pas question d'être comme qui doit exister pour assurer les CIO, mais c'est souci, ça c'est un besoin pour ces questions distribuer le gaz, acheter gaz, distribuer le gaz là, d'une manière pour que tout le gaz venir correctement et pour pas rater de sa fête là. Question acheter gaz, distribuer, que la gazole ou kérosène, tout le monde gaz et pétrole police là, il va jouer sous l'obédience secteur privé.
c'est pour cette commune la paix. L'État doit assurer l'accès Gaza, assurer la distribution de Gaza, tout pour que la population a joué pour servir, parce que c'est des produits essentiels, stratégiques que l'État a quitté dans le privé qui ont fait là. Donc, de ça, il demandait toute population. Josué Mérilien, coordonnateur de l'UNO, rappelant que c'est à l'État d'avoir la responsabilité de la distribution du carburant, mais on sait que l'État a fui ces derniers temps, passant cette responsabilité au secteur privé, tandis que l'État ne s'occuperait que de rassembler l'argent, de payer et de couvrir la livraison. On ne sait plus où on en est exactement d'ailleurs à ce niveau, qui est l'État et qui ne l'est pas. Pendant que certaines stations, écrit encore Altea Press, rationnent la quantité de produits pétroliers en vendant uniquement aux clients. Plusieurs revendeurs sur le marché informel en profitent pour débiter les produits à un prix exorbitant. Altea Press rappelant qu'en 9 mois, la République d'Haïti a déjà connu 3 périodes de rareté d'essence, soit en février, avril et septembre, puisque ce n'est pas fini. D'après le directeur du BMPAD, l'institution qui importe pour le secteur privé, l'État perd plus de 7 milliards de gourdes le mois sur les produits pétroliers. HPN, c'est le directeur du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, Ignace Saint-Fleur, qui parle lors d'une intervention concernant la nouvelle rareté du carburant sur le marché. Ignace Saint-Fleur a indiqué que c'est la subvention du gallon des produits pétroliers par l'État haïtien qui est cause de cette situation. La subvention à bon dos. Plus de 7 milliards de gourdes perdues par l'État tous les mois, soit quelques 76 millions de dollars américains, comme le disait tout à l'heure Altea Press. Ce qui empêche à l'État de répondre à ses obligations telles que le paiement régulier de ses employés. Ah bon, c'est aussi la gasoline qui fait tout ça. L'intervention efficace dans les domaines infrastructurels, sanitaires, sécuritaires et autres. Ignace Saint-Fleur informe en passant que la distribution de la gasoline, du diesel et du kérosène revient aujourd'hui non pas à l'État, mais à l'Association des produits pétroliers, APP, que le BMPAD ne joue qu'un rôle de régulateur. Bravo pour la régulation BMPAD et de contrôle de qualité. Seulement, avec la façon dont la gasoline se vend, on en vient à douter de la qualité du produit. Monsieur Saint-Fleur fait savoir plus loin, poursuit HPN, qu'Haïti est le pays où le gallon de carburant coûte le moins cher par rapport à certains autres pays de la région, et même de l'Amérique, sûrement États-Unis également. Pourtant, nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Toutefois, le directeur du BMPAD, messieurs, par-delà ces bureaux de monétisation, avance cette information en pensant ainsi lancer un véritable cri d'alarme en faveur de l'État, qui n'a pas été en mesure d'indiquer les éventuelles décisions que vont adopter les autorités pour mettre fin à ces déficits liés directement à la subvention des produits pétroliers. En quelque sorte, c'est la subvention qui crée tous les problèmes, y compris la gourde à 99 gourdes pour $1, ainsi bien sûr que l'inflation à 20%. Pauvre subvention, que de crimes l'on commet en ton nom, comme disait l'autre. Par ailleurs, avons-nous appris, le gallon de gasoline se vend jusqu'à 1000 gourdes par gallon au Caille, dans le sud du pays, où un mouvement de protestation est déjà lancé contre cette situation, selon un correspondant local. Toujours d'après M. Ignace Saint-Fleur, les produits pétroliers sont disponibles actuellement et partout sur le territoire. Ça, il le jure. Cependant, poursuit HPN, les chauffeurs assurant le transport des tankers, disent-ils, n'entendent pas piloter leurs engins à destination de Port-au-Prince à cause de l'insécurité partout dans le pays. Les bandits braquent et s'emparent désormais aussi des camions remplis de pétrole. Faut le voir pour le croire. Selon un chauffeur parlant au nom de ses collègues ce lundi, la vie de nombreuses personnes est en péril par une attaque éventuelle contre ces véhicules transportant des produits liquides dangereux. Le risque d'une catastrophe n'est pas loin, au cas où ces bandits, sans foi ni loi, en viendraient à tirer en direction de ces camions remplis de gasoline, prévient un conducteur d'engin lourd. À seulement une semaine de la rentrée des classes,
qu'est-ce qu'on entend? La pénurie de produits pétroliers se poursuit et la pénurie débouche sur tant d'autres problèmes, comme on entend. De nombreux parents s'interrogent quant à cette rentrée officielle. Écoutons le directeur du BMPAD nous apportant ces chiffres, M. Ignace Saint-Fleur. Avec deux navires qui débarquaient, débarqué environ autour de vendredi soir, et l'autre navire, l'activité, samedi soir avec Aboyo, l'ensemble total 258 000 barils de produits pétroliers, dont gasoline, diesel et jet saoudien kérosène. N'abdine que toute bagaille saoudien commencé et rentré dans le cadre de subvention produits pétroliers que l'État rentré là-dedans qui a asséché les trésoreries l'ensemble des pétroliers du secteur. Maintenant, qui ça représentait en termes de perte l'État? L'État, sous gallon gasoline, il perdu 192 gouttes de 77, il fait environ 120 gouttes que l'État n'a pas percevoir en termes de droits et taxes culturelles. Non seulement il renonçait à la perception de 120 gouttes, mais l'État a obligé de ce gallon 72 gouttes comme subvention. Perte là, venir du gallon gasoline seulement environ 192 gouttes en 17. Pour gallon diesel, l'État a renoncé à des taxes de l'ordre de 75 gouttes. Or, même l'État ça soumettait aux subventions de 83 gouttes. Il a décidé que l'État perdu en gros 158 gouttes, 50 sous gallon diesel là. Sous gallon kérosène, c'est 100 gouttes que l'État mettait comme subvention, plus 60 gouttes, 50 millions renoncés à l'État. L'on a additionné 3 gouttes ça baille que l'État perdu dans l'ensemble pour les 3 produits 511 gouttes 77. L'on fait moyenne pour diviser par 3, il va environ 172 gouttes, 170 gouttes 59 par gallon de produits pétroliers. Or, l'État commandait 2 millions. Or, consommation a représenté 1 million de barils par mois. 1 million de barils, ça, à 42 gallons par baril, c'est 42 millions de gallons que consommation représentait. L'on multipliait 42 millions de gallons par perte moyenne, c'est de l'ordre de 166,59, là pour que l'État a perdu en moyenne environ 7 milliards 164 millions 780 euros. Ignace Saint-Fleur, il est directeur du BMPAD, Bureau de monétisation des produits pétroliers, non pas exactement. 17h26, l'actualité s'appelle également Dorian, l'ouragan menace les États-Unis et d'abord la Floride, que le monstre atteindra éventuellement ce mardi, rétrogradé en catégorie 4, et certains espèrent même catégorie 3. L'ouragan Dorian a fait 5 morts aux Bahamas, 5 morts, ce n'est peut-être pas encore le tout, et s'avance vers les États-Unis. Floride, la première, même si cet État ne serait pas touché de plein fouet, comme cela se présentait au début. L'ouragan Dorian progresse au ralenti, plongeant le calvaire des habitants des Bahamas, comme on dit en créole, comme Mathieu avait fait au-dessus de la Grandance. Dorian fait dodo-méa au-dessus des Bahamas, avant de poursuivre vers les États-Unis, où les premières évacuations sont en cours dans plusieurs États côtiers, dont la Floride, plutôt le nord de la Floride. L'ouragan, qui a été rétrogradé de catégorie 5 à 4 hier, mais qui reste extrêmement dangereux, entre guillemets, est au-dessus de Grand Bahama et jusqu'à terre tard hier semblait bouger peu, soulignait le Centre national des ouragans américains, NHC,
basé à Miami, qui a précisé que les vents étaient passés à 250 km/h au lieu des 300 km précédemment, mais a souligné que bien qu'un affaiblissement graduel soit prévu, Dorian reste un puissant ouragan au cours des 2 prochains jours, soit ce mardi et demain mercredi. Au moins 5 personnes ont perdu la vie lors de son passage aux Bahamas, dans les îles Abaco, où les opérations de secours ont débuté, a annoncé le Premier ministre des Bahamas. Une vingtaine de personnes ont également été blessées, selon le Premier ministre. La trajectoire de Dorian vers les États-Unis reste encore incertaine. On a ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes. CNN dit parfois de plusieurs millions dans les régions côtières, particulièrement en Floride. On continue, les médias américains continuent de faire plein feu sur les Bahamas, où l'ouragan, lorsqu'il passait au-dessus, était en catégorie 5, qualifié de catastrophique par NHC, Centre national des ouragans américains. Dorian a touché terre, si l'on peut dire, dimanche à El Boquet, sur les îles Abaco, dans le nord-ouest des Bahamas. Selon NHC, Dorian a égalé le record datant de 1935 de l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique lorsqu'il a touché terre. 1935, des images circulant sur les réseaux sociaux montraient lors d'importantes destructions. En météorologie, les scientifiques classent les ouragans sur une échelle de 1 à 5, sur l'échelle dite de Saffir-Simpson, permettant de décrire l'intensité des tempêtes. Les ouragans de catégorie 5 génèrent des vents supérieurs à 252 km/h selon cette classification. Ainsi, Dorian, lorsqu'il est passé au-dessus des Bahamas, eh bien, il charriait des vents, semble-t-il, jusqu'à 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l'histoire des Bahamas, selon le Centre national des ouragans de Miami. Ce type de cyclone devient de plus en plus fréquent. On en a observé un chaque année depuis 2015, soit une série record. Ils étaient beaucoup plus rares auparavant. On va encore, bien entendu, revenir au réchauffement climatique. Nous sommes face à un ouragan comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas, a déclaré le Premier ministre Hubert Minnis. C'est probablement le jour le plus triste de ma vie, a-t-il ajouté aussi en larmes. Sur la base d'informations en provenance de Abaco, la dévastation est sans précédent. Bien que les vents aient baissé à 265 km/h, mais Dorian reste une tempête extrêmement dangereuse, s'avançant en ce moment vers les États-Unis, la Floride en premier lieu, laissant 5 morts au moins aux Bahamas, et puis les premières évacuations aux États-Unis, inondations et vents violents, écrit AFP. L'ouragan Dorian a fait au moins 5 morts aux Bahamas, tandis que des évacuations étaient en cours dans le sud-est des États-Unis, la Floride en tête. L'ouragan, qui a été rétrogradé de catégorie 5 à 4, mais reste extrêmement dangereux, était pratiquement à l'arrêt au-dessus de l'île de Grand Bahama, a souligné NHC, le Centre national des ouragans américains. Il devrait ensuite se déplacer tout près de la côte est de la Floride de mardi soir à mercredi matin, puis aller près des côtes de Georgia et de la Caroline du Sud mercredi et jeudi. Le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, a annoncé lors d'une conférence de presse que 5 personnes étaient mortes sur les îles Abaco, qualifiant l'ouragan de tragédie historique pour son pays. Rues inondées, toitures emportées, arbres déracinés, les premières images donnent une idée de la violence de la tempête sur les Bahamas, où le ministère du Tourisme a annoncé que les opérations de secours avaient commencé. Là où les conditions le permettent, on sait que les Bahamas vivent du tourisme. Pour beaucoup, l'attente était terrifiante. Nous sommes sous l'eau, écrit un SMS consulté par AFP d'une personne habitant à Grand Bahama. Nous sommes sous l'eau. L'eau est au-dessus de nous. Nous sommes dans le grenier. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il nous aider ou nous envoyer de l'aide? S'il vous plaît, mon fils, mes 6 petits-enfants et moi sommes dans le grenier. Ben, on vivait ça autrefois au Baradère, pays de notre père. Cela s'appelle Galta.
Hubert Minnis a évoqué des dégâts sans précédent suite aux pluies torrentielles et aux vents violents qui se sont abattus sur l'archipel. Selon les premières évaluations des autorités et des responsables de la Croix-Rouge, quelques 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l'ouragan a causé des dégâts considérables dans les îles Abaco et de Grand Bahama. Abaco, il y a beaucoup d'îles qui ne sont même pas habitées. Vous comprenez que Dorian y a pris ses aises. Sur la côte des États-Unis, après des jours d'incertitude autour du trajet de l'ouragan, plusieurs États du Sud-Est, la Floride d'abord, puis Georgia, ensuite les deux Carolines, ont finalement ordonné l'évacuation de centaines de milliers de résidents. Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées. Jusqu'à 50 000 en Floride, Georgia et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en fonction de l'impact. Si vous êtes dans une zone d'évacuation, partez maintenant, a lancé le gouverneur de Floride, Rick Scott. Nous pouvons reconstruire vos maisons, mais nous ne pouvons pas reconstruire votre vie. Fin de citation. À Jensen Beach, sud de la Floride, Joe Lewis, 61 ans, se préparait à quitter un parc de mobil-home, déjà presque désert. Quand je reviendrai, cet endroit pourrait avoir disparu, a-t-il expliqué. La nature peut être redoutable, la seule chose qui compte, c'est votre vie, pas ce que vous possédez. À Washington, le président Donald Trump a réuni les responsables des services d'urgence, évoquant un ouragan qui semble monstrueux. Nous nous attendons à ce qu'une bonne part de la côte Est soit impactée, et une partie le sera très, très durement, a déclaré M. Trump, comme s'il avait une influence sur Dorian. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a de son côté déclaré l'état d'urgence. La force et le caractère imprévisible de cette tempête nous obligent à nous préparer à tous les scénarios, a déclaré le gouverneur de Caroline du Sud. Ce n'est pas tellement près. Dorian, si vous voulez mieux comprendre cet ouragan, 5 chiffres pour comprendre le potentiel dévastateur de ce monstre atmosphérique. Lu sur France Info. L'ouragan Dorian progresse au ralenti, prolongeant le calvaire des habitants en premier lieu des Bahamas avant de se diriger vers les États-Unis. Un monstre blanc tournant sur lui-même, c'est l'image satellite, s'approche des côtes américaines. Sous cette masse impénétrable, les îles Abaco et celles de Grand Bahama subissent, depuis ce lundi, les assauts d'un des plus puissants ouragans jamais passés dans cette zone. Dorian, ouragan de catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de référence dite de Saffir-Simpson, est présenté par tous les spécialistes comme un phénomène dangereux et potentiellement dévastateur. La preuve en 5 chiffres. 360 km/h, vitesse maximale des vents, sont qualifiés d'ouragans de catégorie 5, tous les phénomènes s'accompagnant de vents dont la vitesse dépasse les 252 km/h. Alors que Dorian en charrie à 300, oui, 350, vous avez dit. Selon Météo France, Dorian a frappé l'île de Great Abaco au maximum de son intensité hier lundi, avec des vents moyens maximum de 300 km/h et des rafales de 360 km/h. En 2017, des mesures similaires avaient été réalisées avant que l'ouragan Irma n'atteigne les Antilles. Un rapport publié à 5 heures du mat par le Centre national des ouragans américains basé à Miami en Floride indiquait un très léger affaiblissement du vent avec une vitesse moyenne de 270 km/h et des rafales jusqu'à 320 km/h, selon un autre bilan publié dans la nuit. Quoi qu'il en soit, Dorian n'a pas dépassé le record établi en 1980 par l'ouragan Allen, avec des vents continus atteignant les 305 km/h. L'ouragan, intitulé Labor Day, c'est-à-dire que Dorian aurait aussi mérité ce titre, c'était bien hier, Labor Day aux États-Unis. L'ouragan intitulé Allen Labor Day. Les ouragans n'ont porté un prénom qu'à partir de 1950. Allen, c'était en 1935. Gilbert, 1988, et Wilma, en 2005, ont tous donné lieu
à des vents moyens n'atteignant pas les 300, mais 295 km/h. Et puis, deuxième chiffre à retenir, la hausse du niveau de l'eau brassée par ces monstres. L'onde de tempête pourrait causer des vagues particulièrement destructrices de 5,5 à 7 mètres plus hautes que le niveau normal des marées. Vous avez entendu tout à l'heure cette dame et ses 6 enfants qui avaient dû se réfugier dans le Galta, comme on dirait au Baradère. Et oui, si l'ouragan frappait les îles Abaco et Grand Bahama au moment de la marée haute, la montée des eaux côtières devrait atteindre les 2 mètres par endroit. La montée, la hausse, toujours selon le Centre national des ouragans de Miami. Or, sur des îles plates, comme celle des Bahamas, dans les Abaco, dont le point culminant se trouve à 12 mètres d'altitude, une telle montée des eaux peut être catastrophique. Troisième point, la vitesse à laquelle l'ouragan se déplace. L'ouragan d'Orient se déplace extrêmement lentement. Il fait dodo, mais et c'est le pire, comme on l'a expérimenté ici dans la Grand'Anse en 2016, si je ne me trompe, oui, avec Mahachu, qui a détruit ainsi totalement Jérémie et les communautés alentours, parce que l'ouragan s'était assis sur votre tête. L'ouragan d'Orient se déplace lui aussi extrêmement lentement. Dans un rapport publié dans la journée d'hier, le NHC rapporte qu'il avance vers l'ouest à une vitesse de 2 km/h. Cette lenteur constitue l'une des forces destructrices de l'ouragan. Plus il se déplace lentement, plus les zones qu'il traverse restent prisonnières des assauts du vent et de la pluie. Ainsi, en 2018, les ouragans Florence et Harvey avaient provoqué d'importantes inondations en se stabilisant ainsi au-dessus des côtes américaines. Au plus lent de sa progression, Florence se déplaçait à une vitesse de 3 km/h. Selon une étude publiée cette année-là dans la revue Nature, la vitesse de déplacement des ouragans est de plus en plus lente ces jours-ci. Moins 10% sur l'ensemble de la planète de 1949 à 2016. Si vous ralentissez la vitesse à laquelle une tempête passe sur un quartier, cela signifie probablement davantage de pluie, une montée des eaux côtières plus importante, et quand bien même le vent ne sera pas plus fort, mais la durée pendant laquelle le vent frappera les bâtiments sera plus longue, expliquait l'un des auteurs à The Atlantic. Les tempêtes peuvent empirer sans gagner en intensité, mais il suffit que le monstre se décide à faire dodo, mais au-dessus de vous. Et puis, autre point, les précipitations attendues. La masse de liquide, en raison de sa vitesse de progression très lente, l'ouragan d'Orient va verser une énorme quantité de pluie, par exemple sur les Bahamas. Au total, le nord-ouest de l'archipel va recevoir entre 30 et 60 cm de pluie, avec des pics à 75 cm localement. À titre de comparaison, la principale ville de l'île de Grand Bahama, Freeport, reçoit en moyenne 1,5 mètre de précipitation sur une année entière, rapporte Climate to Travel. En 2017, l'ouragan Harvey avait battu un record en déversant plus de 1,5 mètre de pluie sur le sud-est du Texas. 2017. Et puis, dernier point à signaler, le diamètre de l'ouragan. Si Dorian est d'ores et déjà rangé parmi les ouragans les plus puissants jamais observés dans l'Atlantique, il n'est pas un ouragan particulièrement grand en termes de taille. Ainsi, il maintient la puissance d'un ouragan au plus proche du mur de l'œil sur un diamètre de 75 km en partant de son centre. Cela signifie que sur 75 km, les vents sont au maximum supérieurs à 119 km/h. Ensuite, Dorian produit des vents caractéristiques d'une tempête tropicale de 64 à 118 km sur 220 km, ce qui peut faire espérer à Miami Shore que si Dorian passe très au nord jusqu'à Cap Canaveral, étant donné que les vents, ce que je viens de dire, j'ai déjà oublié, mais alors, on peut penser que les vents ne seront pas aussi violents que dans le cas de, disons, Andrew, par exemple, qui avait ravagé le sud de Miami. On s'en souvient, hélas. Mélodie, il est 7h42 à Will, le président haïtien Jovenel Moïse envoie ses prières au peuple bahamien
ravagé par Dorian, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a, via son compte Twitter, envoyé ses prières et ses pensées positives à la population bahamienne, dont le pays a été ainsi, comme on voit, ravagé par l'ouragan Dorian ce lundi. Dimanche, Dorian a ravagé les Bahamas. Nos prières et nos pensées positives vont au peuple bahamien et à son gouvernement. La communauté haïtienne qui se trouve sur ces îles peut être rassurée de notre entière solidarité et de notre sollicitude en ces moments de dures épreuves, écrit le chef de l'État haïtien sur son compte à Twitter. L'ouragan Dorian de catégorie 5 a balayé les Bahamas avec des vents, comme on vient de voir, terribles. Elodie, il est 8h moins le quart, et cette information assez étonnante, la Banque mondiale envisagerait une seule et même monnaie pour la République dominicaine et Haïti. C'est une très courte dépêche de Haïti24.net. Une union monétaire et économique serait bénéfique pour les deux républiques partageant l'île d'Haïti de l'avis de responsables de la Banque mondiale. Voici ce que dit un document de 70 pages intitulé « Essai sur une union économique et monétaire entre la République dominicaine et Haïti » et qui a été élaboré en 2010 par l'économiste Emmanuel Pinto Moreira pour la Banque mondiale. Cette union toucherait les coûts des transactions et renforcerait les échanges commerciaux en diminuant l'incertitude liée au taux de change. Rappelons que le taux de change d'Haïti a dégringolé, 99 gourdes en ce moment pour $1, si ce n'est plus. Ce document, nous poursuivons, n'a toutefois pas donné de détails sur la monnaie qui serait privilégiée entre la gourde et le peso dominicain. Ce document a fuité, comme on dit dans la presse, dans un contexte où la République dominicaine, se disant préoccupée de la dégradation de la situation économique d'Haïti, projette de proposer un système de protectorat du pays par devant le Conseil de sécurité de l'ONU, signé Haïti.24net. Est-ce que c'est clair et net? Il est vrai que la République dominicaine, si l'on ne se trompe, est membre provisoire du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas une information à rejeter totalement, bien entendu, mais non pas non plus en faire un cri de guerre. 7h46, Petro-Caribé, le juge qui a instruit ce dossier n'est pas bien vu de la part des avocats des plaignants. Alter Presse, le juge Ramon Cid Aximé formellement récusé. Il avait été même formellement, mais il semble dire j'y suis, j'y reste. Le juge d'instruction Ramon Cid Aximé a été à nouveau formellement récusé ce lundi 2 septembre dans le cadre du dossier Petro-Caribé, a fait savoir l'un des avocats, maître André Michel, un des avocats des plaignants, sur son compte Twitter. La déclaration de récusation et la requête seront signifiées à qui de droit? Elles seront signifiées au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à toutes fins utiles. Le juge récusé sera tenu de surseoir à partir de la signification de la déclaration, précise maître André Michel, mais en Haïti cela ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque le juge continue de recevoir à tour de bras les personnes indexées. La semaine dernière, c'était le Premier ministre, ou l'ex-PM Laurent Lamotte. Nous poursuivons la lecture de la dépêche. Par cette action, André Michel, l'avocat militant, espère que le dossier de dilapidation des fonds Petro-Caribé sera traité, nous citons, par un autre juge, un juge courageux et indépendant, capable d'assumer ses responsabilités. Fin de citation. Nous ajouterons, s'il en existe. Suite à la publication le 31 mai 2019, poursuit Alter Presse par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif du deuxième rapport final d'audit sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé, le juge d'instruction Ramon Cid Aximé avait convoqué pour audition 7 personnalités politiques, dont des anciens ministres et anciens premiers ministres, indexés dans le document. Vendredi, justement, l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui a été chef du gouvernement et ministre de la planification et de la coopération externe, du 16 mai 2012 au 14 décembre 2014, M. Laurent Lamotte a été auditionné par le juge, le même juge, à nouveau récusé. Préalablement, on n'en sort pas ici. Préalablement, les anciens titulaires des travaux publics, transports et communications
ingénieur Jacques Rousseau du tourisme, Madame Stéphanie Balmire Vildroin de la planification et de la coopération externe, Yves Germain Joseph, lui n'était pas Premier ministre, ont été respectivement entendus sur le dossier. À partir de janvier 2018, plusieurs plaignanteux et plaignants ont déposé plus d'une 60aine de plaintes au bureau du juge Ramon-Sita Aximé. On ne sait trop que croire. Mélodie, 7h49. Et santé, la santé aussi a son rôle. On sort de l'ordinaire avec ce cri d'Esther Boussicot pour les PVVIH aux abois. HPM, cela fait plusieurs mois qu'un climat d'insécurité règne partout dans le pays. Personne n'est épargné, que ce soit dans les hauteurs de Pétionville, s'il en reste, au centre-ville de la capitale. Des cas de victimes de banditisme sont recensés chaque jour. Climat de peur paralysant de nombreux secteurs, etc., dont le commerce, l'éducation. Et dans le cas qui me concerne, dit Madame Esther Boussicot, la santé, et plus précisément dans le domaine des PVVIH. La conjoncture m'interpelle en tant que PVVIH 1 et en tant que dirigeante d'une association de PVVIH. Quelles sont les conséquences donc de l'insécurité dans la vie des PVVIH? Madame Esther Boussicot répond, de nombreux patients se trouvent affectés par cette vague d'insécurité. Certains ne viennent plus prendre leurs médicaments et ne viennent plus consulter leur médecin, ratant ainsi leur rendez-vous, et toujours pour une seule cause, la peur. La peur de se faire rançonner par des bandits, la peur de se faire agresser, violer, la peur de se voir tout simplement abattre, exécuter. On n'a qu'à écouter les nouvelles pour se rendre compte de la gravité de la situation. Mais le pire, c'est qu'on ne sent aucune mesure prise par les autorités pour améliorer le climat. En tant que PVVIH et présidente de la Fondation Esther Boussicot Stanislas, je me sens concerné et je tire la sonnette d'alarme. Que font les instances concernées, madame? Jusqu'à présent, je ne sens pas que les autorités soient concernées, voire qu'elles se saisissent toute la gravité de la situation. Question, que dit le ministère de la Santé publique et de la Population? Réponse, nous savons tous que les conséquences de la prise irrégulière des ARV, les conséquences peuvent être terribles pour les PVVIH. Un patient mal traité, en deux mots, représente un risque pour lui-même ainsi que pour les autres. Ne comprenons-nous pas l'urgence de la question? Le nombre de fréquentations au centre offrant les services à ces personnes-là a diminué aussi considérablement. La fréquentation en tant que responsable, je me dois d'attirer l'attention des instances concernées. Nous sommes tous des citoyens, nous avons tous droit à la vie, à la santé. Lors des tumultes en 2004, dans le mouvement contre le président Jean-Bertrand Aristide, nous avions usé de stratégies afin d'arriver à fournir à nos patients leurs médicaments. C'était quoi, madame? Eh bien, pour cela, nous utilisions nos accompagnateurs. Ils étaient chargés d'aller prendre les médicaments au centre, puis de les apporter aux patients chez eux, ou à mi-chemin parfois, de manière à s'assurer que les patients ne soient pas en rupture de stock. Nous fournissions aussi à nos accompagnateurs des boîtes de préservatifs à distribuer dans les zones réputées à risque, afin de faciliter le passage des préservatifs, ou bien afin de faciliter leur passage pour aller prendre les médicaments et les ramener. Alors on faisait cadeau de préservatifs. L'idée dans tout ça, c'était d'éviter d'avoir des patients sans leur remède, sans ARV et sans espoir d'en avoir sous peu. En tant que PVVIH, je suis préoccupé du sort de mes confrères et consoeurs. En tant que présidente de la Fondation Esther Boussicot Stanislas, je recommande vivement aux autorités de se ressaisir devant l'urgence de la situation. Si rien n'est fait, savons-nous combien de cas de résistance nous aurons à gérer? Savons-nous combien de morts nous aurons à compter? Que dire des infections opportunistes? Prévenir vaut mieux que guérir. Et parfois guérir vaut mieux que prévenir. Palais.com. Le dit 8h-5, la rentrée, toujours lundi 9, c'est officiel. Distribution de matériel scolaire et d'uniformes au lycée national de Pétionville. C'est le ministère
de l'Éducation nationale qui renseigne la direction du lycée national de Pétionville a débuté ce lundi 2 septembre le processus de distribution d'uniformes et de matériel scolaire à plusieurs centaines d'élèves de ce lycée. Le premier groupe ciblé concerne les élèves des classes de 7e, 8e et 9e année fondamentale qui ont reçu des uniformes scolaires. Jean-Marc Charles, directeur de cette institution, se réjouit du bon déroulement qu'a eu cette opération qui annonce la reprise des activités scolaires le 9 septembre prochain. Il remercie le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, pour son support à la réalisation de cette opération qui va soulager les parents ayant de lourdes charges à chaque rentrée des classes, etc. Jean-Marc Charles, directeur donc du lycée national de Pétionville, souligne que cette activité se poursuivra avec la distribution de manuels scolaires et de kits scolaires dans les prochains jours. Cette initiative s'inscrit, selon lui, dans le cadre des actions de l'État haïtien via le ministère de l'Éducation nationale visant à accompagner les parents à l'occasion de la rentrée des classes. Notons que le lycée est en plein chantier avec la rénovation de peinture qui est en cours au dit établissement. Autre communiqué du ministère de l'Éducation nationale, publication des résultats complets pour les 10 départements, taux de réussite nationale 78,44%. Vous pourrez consulter ces chiffres par vous-même. Et puis, après sa déclaration à l'agence Associated Press, j'y reste, le président Jovenel Moïse semble soulever encore plus de hargne dans la population. On écoute Edouard Saint-Fleur. Son discours et fantaisie, parce que me rappeler les peuples là à pour me compte Duvalier te compte toujours dit, il va faire yon parti dans Panago, la campé pour qui m'attaque. Je voulais dire, et Jovenel Moïse, c'est du passé. Et c'est du passé parce que dans la situation limite pays, il va gagner le café. Tout secteur dans la vie nationale n'a pas fait Jovenel confiance. Et il y aurait que son citoyen qui est nul dans le palais. Et je dis encore, on l'autre fois encore, le peuple haïtien choisi, dit non, avec façon Jovenel a mené le pays. Le peuple a choisi, dit non, avec façon que pouvoir ça décider pour monter gaz là dans une période entre l'école, côté ni maman ni papa petit, par contre qui sait pour y relayer. Je voulais vous dire, nous croyons que Jovenel Moïse, pas qu'arrêter, faire plus que ça le fait. Donc, il faut que Jovenel Moïse ait le pouvoir, et nous croyons que mois d'octobre, pas qu'après Jovenel Moïse dans le palais national là. Et si la population pas gonflé pour être pour qu'elle y mette Jovenel Moïse dehors, dans le palais national là, eh bien, à partir du mois de novembre, donc, le peuple là est sous vote, il n'a pas obligé de prendre la mer. Nous voyons un message dans tout secteur qui dit qu'il fait partie de l'opposition. Je voulais vous dire, il y a un pile qui dit que si Jovenel Moïse allait, il n'y a pas de discours. Donc, nous croyons que dans le mouvement opposition qu'a fait là, nous demandons qui dit dans cette opposition, soi-disant dans cette opposition, donc le peuple n'a pas qu'à souffrir encore. Opposition, mouvement qu'a fait pour changer le pays, il n'a pas qu'à chita sous bluff, sous démagogie. Et il n'a pas qu'à faire sous bluff, sous démagogie. Nous avons une population qui a souffert, nous avons une population côté que. Un communiqué du Front démocratique et populaire, FRODEP, lundi 2 septembre 2019, note pour la presse, secrétariat exécutif Front démocratique et populaire FRODEP a coupé le bien bas pour nous saluer la presse, pendant qu'on a profité note pour la presse ça, pour nous continuer à dénoncer, relais en moué, c'est coup, avec toute force nous, sans réserve, pour un paquet de gros requins mélangés, avec une équipe complotée, qui par exemple suspend mariner gros complot, tribord et pas bord, fait diffamation, voyer monter, fabriquer faux documents, fait faux signatures, non, c'est l'objectif, comme quoi, etc., etc. Secrétariat exécutif Front démocratique et populaire, FRODEP, a fait tout le monde connaît gros requin ça, qui mélangeait avec équipe complotée ça, gagne une seule mission, c'est toujours acquiser DG Fetnel, mon chéri, de un paquet de vieux bagailles, li pas connaît, ça l'image li, empêcher li continuer, fait travail, li te qu'on fait, etc., même en enfer,
qu'on trouve parfois du support, dit le proverbe haïtien, et là, c'est au secours de Fidnel, mon chéri, qui a plein de problèmes. Il est quoi encore? Il est directeur exécutif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il n'a pas trouvé beaucoup de sécurité, paraît-il, du côté de ses gardes du corps récemment, lorsqu'elle a été prise à partie physiquement par un membre de l'opposition, exactement 8 heures. Et puis, donc oui, il y a un certain énervement depuis la déclaration faite à Associated Press par le président Jovenel Moïse. J'y suis, j'y reste. On parle de plus en plus de démission, d'arrestation. Écoutons. Évidemment, la nouvelle que le Premier ministre désigné Fritz William Michel est invité par la Chambre des députés. Le président de la Chambre en personne, Garibaldo, a présenté aujourd'hui son énoncé de politique générale accompagné de son cabinet ministériel après la journée qu'on a vécue hier, cette journée de tension palpable. Il est fort possible que cette dernière nouvelle ne vienne qu'ajouter de l'huile sur le feu et que cela continue de chauffer aujourd'hui. On dirait que ces messieurs ne sont pas très forts en stratégie. S'ils le sont peut-être en autre chose. 8h02, dans un petit instant, l'éditorial, ce matin, comment dirais-je, les chimères du gaz. Palais.com. Ben justement, on pensait que ça risque de chauffer, alors qu'on annonçait donc pour ce matin la présentation par le Premier ministre désigné de sa déclaration de politique générale. Venez entendre, on disait que est-ce que c'est bien planifié, est-ce que stratégiquement? Eh bien, nous avons en ligne avec nous notre correspondant au Parlement, Junior Michel Balthazar. Il semble qu'il y ait déjà du grabuge. Alors, Junior Michel, bonjour. Bonjour Marcus, bonjour tout fidèle auditeur radio Mélodie FM. Alors ça qu'a passé là. Qui toujours été branché. Merci Michel. Oui, allons-y. Donc, j'ai annoncé tout à l'heure, hier, président Garibaldo, après, on t'a dit, après une réunion, concertation, on t'a dit les conférences des présidents, côté on a remarqué plusieurs présidents bloqués là, je t'ai annoncé séance ratification, Premier ministre Jean-Michel Lapin, je le dis. Non, pas Jean-Michel Lapin. Fritz William Michel. Fritz William Michel, merci beaucoup. Donc, nous, à peine arrivés dans le Parlement là, il faut que nous t'ayons remarqué, les présidents, c'est député opposition, il y a un député Manès, lui, il y a un député Lester là, qui l'a également, il y a un député Akin qui l'a. Donc, là, oui, et puis ça qui passé. Donc, nous, nous joignons les salles là, les virer tête en bas. Les salles séance qui vous a gagné séance. Mais nous pouvons aller, après ça, tout du rôle, nous prenons les députés Lester là, et députés. Alors. Oui, on y va. Allô? Allez-y. Député, bonjour. Oui, ok, député, on dit de Mélodie FM, donc nous connaissons les députés opposition, et si nous t'as passé matière, parce que nous on vient pour Allô? Oui, allez-y, député. Oui, c'est député de la Ligue Lotus. Oui. Alors, pour qui sont la bonne heure comme ça? Et nous là, parce que nous, avec la République, la Ligue désinstitutionnalisée, et donc, nous, côté qu'il y a absence de la loi, depuis qu'il y a absence de la loi, c'est la force qui doit déposer. Donc, pas quelqu'un prend des droits qu'il faut que respecter. Donc, et voilà qui explique les présences nous comme défenseur du peuple. Et dans ce sens, d'obliger pour costume défenseur nous. Alors, qui t'aime d'où député? Ça veut dire ou pas d'accord pour la Chambre députée a convoqué ou bien recevoir Premier ministre désigné avec cabinet, ou pas d'accord, ou trouvez c'est pas légal? C'est que l'on parle de l'État, l'État sont tout. Il dit l'État constitué de 3 grands pouvoirs. Et il y a un principe, si vous parlez de ça,
c'est pas, comme dégage ça la même, c'est pas pouvoir indépendant de l'autre, mais il y a interdépendance entre pouvoir. Sous base ça, il y a plusieurs monde qui écrit, par exemple, quand c'est au pouvoir qui a arrêté le pouvoir quelque part pour éviter des dérives. Malheureusement, Parlement comme pouvoir de contrôle, les pas arrivés pour les dérives ça, des pouvoirs judiciaires encore cas de fait, du côté que il y a un recours qui est exercé contre acte administratif qui est posé par la Cour des comptes. Au niveau de cassation qu'elle pose. Donc, maintenant, on pas qu'arrêter pour décider en plus, représentant l'État au niveau de la justice qui c'est DGI, lui écrit la Cour de cassation pour lui dire accepter décision, maintenir décision que la Cour des comptes. Donc là, qui dit là, il y a un conflit quelque part. Et puisqu'il y a un conflit, qui ça peut décider? C'est la loi, c'est un pouvoir qui décide qui pour clarifier question. Mais comment vous voulez pour que question ça va clarifier et puis pour programmer séance, alors que des grosses séances, une accusation qui pas respecter forme régulière, donc là, nous sommes obligés de prendre, et une fois encore, nous prenons caution des Français pour nous dire que ça pas qu'accepter ou pas qu'à dire au public selon caprice ou selon gens dormi. Et c'est pour ça que je l'ai dirigé. Je veux dire, dormi bien, mais qui ça me fait, dormi mal, mais qui ça me fait. Donc, en conséquence, nous pas qu'accepter l'inacceptable. Ok. Donc, ça veut dire décision président, la Chambre Nagaribodo prend, nous considérer décision ça, li prend li sans... En plus, ils font encore des présidents, à moins que 10 présidents. Donc, parce que on couille en bagarre qui sont non mais c'est pour qui ça cause la paix de la République. Alors que vous prenez des droits qui posent quelque part, on les peut réfléchir, pour regarder qui a fait sortir, c'est Coco, non pas qu'à faire République, non Coco. Oui, mais qui ça? Séance mise en accusation, il était debout, les pendantes. Oui. Donc, pour pas capable d'accepter, rentrer, non logique, à la fois violer la Constitution, on va violer le règlement intérieur. Donc, pour sous base, pour satisfaire une équipe, pour satisfaire lorsque c'est président chambre. Oui, mais nous minoritaires, est-ce que nous avons empêché tenue séance là, puisque nous minoritaires? Moi, c'est comme mon avis de temps court, comme ça, la démocratie livre les 10 cohabitations de la majorité et de la minorité, la prise en compte des intérêts minoritaires. Or, nous minoritaires, nous avons intérêt, nous avons point de vue, etc. Donc, faut entendre, donc, nous sommes obligés passer, joindre, passer. Ok. Et qui ça exactement? Qui Jean? Minorité, par les obligés de marginaliser. Et dans tout pays, côté du Parlement, c'est minorité, c'est le Parlement, parce que c'est le pouvoir de contrôle. Ok. Est-ce que l'intention nous c'est... Poser des questions, quoi. Intention nous c'est bloquer accès chambre députés. C'est pas, non, ça c'est pas une conjoncturelle. Je dis à faut payer pour l'autre orientation. Faut que l'État change. L'État pas qu'à fonctionner au caprice de mon cap vendu. On ne paye pas qu'à au caprice de mon cap fait qu'on contrebande puis côté. C'est que faut comme ça ou faut dire peuple à la vérité. Okay. Donc maintenant, pour qu'on ait peuple à Jodia, c'est pas des nègres et tant qui problème véritable là, mais des nègres qui cachent derrière, qui fait tout ça pour faire comme manipulation. Mais Jodia, pays à renonciation le pas capable encore, faut que la République debout, faut que pour essayer la République respecter dans le sens que moun c'est moun, vous ne doit plus vivre, faut que vous avec respect, faut que vous avec dignité, faut que bénéfice respecté. Okay. Et c'est ça qui est censé bien fonder toute prise de position dans le Parlement. Bon, ça va être conjoncturel lié, etc. Mais la République pas arrêter comme ça, faut changer. Ok, merci député. D'accord, mais c'est le premier saut. Merci. Allez, Balthazar. Allô, Balthazar. Allô? Oui, allô, Balthazar. Oui, qui sort encore pour nous? Bon, nous allons laisser regarder si nous sommes capables de joindre député Manès, lui, député Cabaréa, avec député Bossé, puisque c'est eux trois qui là. Mais dans le moment où on a parlé, ils ont répondre une question à l'autre confrère de la presse, donc la BC Tanio, et puis après, au moment opportun, on est capable de faire une interview. Merci, Balthazar. Merci. Merci beaucoup. Junior Michel Balthazar, notre correspondant au Parlement. Donc, comme vous venez d'entendre, les députés de l'opposition, même minoritaires, ils sont arrivés les premiers sur les lieux au Parlement et leur intention c'est de bloquer donc cette séance projetée par le président du Parlement Garibodo pour permettre au Premier ministre désigné Fritz William Michel, accompagné de son gouvernement, de procéder à sa déclaration de politique générale, en quelque sorte de tenter d'obtenir la ratification d'abord à la Chambre des députés pour le nouveau gouvernement, une information que nous suivons pour vous, bien entendu, mais d'abord, dans un petit instant, on reviendra à l'actualité dans les rues, particulièrement ce lundi, avec l'éditorial « Les chimères
du gaz. Lapalais.com. Bien, le Parlement, on y revient avec notre correspondant Junior Michel Balthazar, toujours des députés qui sont les premiers arrivés sur les lieux, les députés de l'opposition, et leur intention est bien nette, c'est empêcher la tenue de cette séance de ratification. Oui, allons-y, Balthazar, n'attendez. Député Manès, allez-y. Oui, encore une fois, je t'ai annoncé à Marcus, nous allons avoir une intervention député Manès-Lui de Cabaret. Donc nous allons quitter, nous allons réagir sur ce qui va passer actuellement. Bonjour député Manès, bonjour à Radio Mélodie FM. Et puis nous faut parler de réaction ce matin qui a vu la parole. Eh bien, réaction nous matin, et ça justifie, c'est arbitraire et bien qui caractérise bureau Garibodo a présidé avec Madame Gladys Saint-Jean et qui dit c'est on élu pour ville Jérémy, la ville des Porettes. Mais malheureusement, eh bien, dans la séance présente l'accusation qui est faite là, nous, et bureau ça, il piétine la constitution, il passe loi en papier, eh bien, pour capable. D'ailleurs, c'est honte pour nous dire ça. Collègue Gladys, il comptait, il a vérifié qu'au là, il y a 57 monde présents, et bien, il a ajouté sur lui, on dit, il dit 61 jeunes. Donc, c'est pas normal. Ou pas débuter pour ces faux comptes à faire. Donc, ça y est, ça faussaire. Donc, nous-mêmes, nous révolter contre les comportements et des bureaux ça. Et hier, il y a une situation de trouble par rapport à mon capement des gaz. Eh bien, qu'on y a là, nous pas arriver à temps, eh bien, au niveau de la conférence des présidents. Collègue Garibodo réuni avec pas moins de 10 collègues qui comptent porter valise pour lui. Eh bien, il dit, fait en conférence des présidents. Donc, en conférence des présidents, eh bien, il faut gagner près de 14 personnes qui là pour faire une conférence des présidents. Donc, pas de conférence des présidents. Garibodo dit, il va le sur le ratifier la déclaration des politiques générales, eh bien, et du ministre et William, qui a un problème. Monsieur William, c'est comptable en chef, maintenant, direction budget, il n'a pas gagné de chèque pour ça. Nous écrit la Cour supérieure des comptes, eh bien, la Cour supérieure des comptes pour faire nos réponses. Monsieur William, s'est occupé des postes qui fait des comptables, eh bien, publics, des lignes publiques, eh bien, il va jamais faire déclaration patrimoine. Donc, c'est pas au monde qui sait qu'on respecte la loi qu'on y a, qui est pas le Premier ministre. Donc, nous-mêmes, en fonction de ça, d'ailleurs, il y a deux collègues qui représentent l'opposition au sein de cette commission, qui fait réserve par rapport à ensemble d'irrégularités qui entachent les dossiers munitions. Donc, c'est un bagage bouilli de quoi cette là, eh bien, au mépris de la Constitution, au mépris maintenant des intérêts supérieurs de la nation. Eh bien, nous-mêmes, au nom peuple haïtien, nous venons nous dire, nous faisons séance pas nous, et pas qu'à rester aujourd'hui, il faut que Garibodo comprenne que chambre député a pas voulu, et chaque collègue a même droit là, en notre chambre député. Les gens n'ont pas parlé pour la parole, lui fait saluer en notre chambre député. Donc, ils comprennent que, comme ça, nous, le fait que nous minorité, eh bien, nous pas de capacité, et bien, pour nous, les journées, eh bien, nous ne pouvons pas ici, nous-mêmes nous dire, c'est une ratification, on l'y fait, eh bien, la paix, et William, pas Premier ministre, eh bien, que M. Lionel Moïse dégage, et pour le faire ça, le connaît, et comme étant donné, nous, elle pas une dimension pour le comprendre, crise politique qu'a traversé ces pays-là, eh bien, nous-mêmes nous dit, Abraham dit, c'est assez. Eh bien, matin, là, nous ne pouvons pas gagner possibilité pour faire séance, nous-mêmes nous faisons séance, nous, déjà, et nous disons, pas ici, pas responsabilité, parce que le gouvernement qui va venir là, c'est gaz qui va le monter, c'est corruption qui va continuer à faire dans l'État, et bien, nous disons, peuple haïtien, pas responsabilité par rapport avec cette partie, je dis. Qui sont entendent pas nous faire séance, pas nous, déjà, Martin comprendre. Eh bien, Marcus, séance pas nous, parce que, c'est, écoutez, nous, non pays anormal. Nous, non pays anormal, côté, eh bien, moun qui là pour faire respecter la loi, c'est eux qui ont violé la loi. Garibodo, eh bien, nous rend, eh bien, ça là, impraticable, eh bien, nous connaissons que des gens qui peuvent condamner à comportement nous, mais là, il faut condamner d'abord, eh bien, et Garibodo qui va respecter minorité, qui va respecter droit peuple haïtien, qui comprend que lui seulement qui est dans la chambre de vidéo, il fait saluer, j'enlever l'aile du bito. Donc, nous-mêmes nous disons pas de séance, parce que ça doit le faire là, il n'est pas dans l'intérêt peuple haïtien. Merci, député. C'est vrai pour monsieur, directeur Marcus. Directeur, député, Manès-Lui de Cabaret. Alors, directeur Balthazar, c'est au directeur sur le terrain là. Après, il y a une réaction député au Jean-Bert Bossé de Akin. Donc, nous allons laisser mettre en direct sur Radio. Eh bien, on y va. Nous avons avec nous là, député Jean-Bert Bossé, nous avons un député Akin, c'est un député qui fait partie de l'opposition. Il va parler avec nous, il va nous réaction en ligne. Député, on direct sur. Allô, député Jean-Robert Bossé, bonjour. Oui. Allô, député. Oui, député Jean-Robert Bossé. On direct sur Radio Mélodie FM, il parler avec nous de ça n'a plus dans le Parlement. Allô, député. Oui, bonjour DG, bonjour à tout auditeur, auditrice, radio... Mélodie FM. Alors, député, qui ça n'a pas réglé coulier à la m'dame me connaît?
C'est le lieu de travail, moi, comme moi sorti tout à l'heure, donc moi là, depuis vers 8h du matin, donc moi décidé pour me travail parce que moi j'ai des rencontres qui étaient planifiées sous l'intérieur et Parlement, Chambre des députés. Donc, mais vous connaissez hier, M. Bodo, avec équipe corrompue, ils ont manifesté, ils ont organisé une conférence des présidents de manière illégale et irrégulière. Moi-même, député Bossé, président de la commission des travaux publics, transport et communication, à 1h50, moins en route, séance pour commencer, et à 2h20, moi, arrivé, nous fait environ une dizaine de minutes. Et information que rien qui probablement, il y aura rien de nous proche nous, de toute manière. Parce que il y a un peu de monde qui a viré de bord, tu vois. Il y a un peu de monde qui a viré de bord, qui a changé aujourd'hui, qui dans l'opposition qui a changé. Et puis, il dit que, depuis que vous êtes arrivé, il faut nous finir avec bagaille ça rapidement. Et là, ma parole est importante, c'est pour ça que nous avons sauté. Et puis, avec une désinvolture, avec une d'agir, une victoire, que vous portez sous nous, avec une arrogance à nul autre pareil. Et on dit que vous rejetez correspondance que nous dévoyez, qui m'a dit, pour camper sur ratification, monsieur William, d'une part, qui nous fait longtemps déjà, et nous demandons que la demande de mise en accusation des députés de l'opposition, il était debout, parce qu'elle était faite de manière irrégulière, illégale. Pas de quorum de 80 députés qui exigeait par l'article de 93 et 186 de la Constitution. C'était un quorum ordinaire que était en dessous d'un quorum ordinaire de 57 députés. À ce moment-là, face à une irresponsabilité, à une violation systématique de la Constitution et de la loi, et bien justement, réponse, c'est la résistance. Donc les députés de l'opposition ont résisté ce matin et à la mesure de la provocation de Bodo et équipe LIA et Bandilio, donc maintenant nous fait ça que nous gagnons pour nous faire, pour nous empêcher d'installer à nouveau dans le pays un pouvoir corrompu avec des gens qui ne gagnent aucune référence, qui ne gagnent aucun sens profond de l'État, voire pour adresser problème véritable que la société a fait ça aujourd'hui. Donc si je comprends, président la Chambre Nagari Bodo, Ligonzam l'a utilisé, c'est conférence des présidents. Et conférence des présidents, donc l'y fait, mais alors que c'est président en commission ou pas là, les conférences ça? Non, nous pas là, nous en route pour nous arriver, on connaît des grands barricades, et tout le monde constatait que nous arrivions sous la voie à 2h20 de l'après-midi. C'était très compliqué, moi exposé là, pour m'arriver là. Nous passer, nous faire plusieurs routes pendant 1 heure de temps environ, et quand pour m'arriver sous la cour, et M. Bodo te connaît très clair, dès que vous voyez question devant conférence des présidents, parce que vous majoritairement représenté au sein de la conférence, mais c'était justement une bataille qui était gagnée d'avance. En coup d'État. Mais de toute manière, en mélodie, où gagnait la loi, bon côté, ou pas gagné pour conférence là, à statuer son point de droit. Un point de droit, il n'a pas gagné recours au niveau Chambre des députés, il n'a pas gagné pour faire débat ni pour voter sur lui. Okay. Et là, ça arrivait justement, réponse que nous là, là, continuer à lui, nous voulons que le pays a retourné dans la normalité, dans le respect des textes du texte constitutionnel, de loi dans le pays, parce que c'est ça qui dirige aux nations. C'est pas des bandits, des kidnappeurs, des gens qui ont fraudé pour mettre 30 millions de gouttes pour avoir un petit malheureuse, pour prendre 2-3 millions pour avoir 10 000 gouttes. C'est pas des bandits sénateurs qui ont kidnappé les gens. C'est pas eux pour faire la loi dans la République là. Pays a des gens, c'est ça qui fait l'indépendance. Les gens, je dis, et là, les gens demain, en dépit de ça que corrompu, Friponsayo a pour faire un spectacle à la société haïtienne, sous pile fadra que m'a regardé, sous bicentenaire m'a regardé, dans quoi bossal, sous cadavre, que nous passons chaque jour dans la saline. Donc nous-mêmes, députés du peuple, au risque de mettre la vie en danger, nous ne pouvons pas accepter ça dans les bandits légaux. Merci, député. Merci beaucoup, Mélodie. Merci.
Merci. Jean-Robert Bossé, député d'Aquin, donc il nous fait comprendre que les décisions du président de la Chambre, Garibodo, décisions prises au niveau de la conférence des présidents, eh bien ces décisions seraient, d'après lui, entachées d'illégalité, d'inconstitutionnalité, puisque ces décisions sont prises entre petits copains, sorte de coup d'État. On y reviendra, mais bon Dieu, il faut bien y arriver à l'éditorial, car il est aussi d'actualité. Les chimères du pouvoir, dans un petit instant. J'écoute Mélodie FM. Palais.com. Jeudi 8h25, l'éditorial Les chimères du gaz sur nos antennes. Radio Xaragua à Jérémy, à Guana, à Léogane, La Brise, à Campérin, et chez vous, Radio Mélodie, Haïti.com. Mélodie FM, 103.3. Nous sommes écoutés 5 sur 5. Au Caille, à Jérémy, dans le plateau central, à Saint-Marc et au Gonaïves. L'éditorial. Cette crise du pétrole ne pouvait tomber à un plus mauvais moment. La rentrée officielle des classes dans une semaine, le 9 septembre 2019. Mais plutôt que comme un mouvement antigouvernemental, comme aimerait probablement l'opposition au pouvoir en place, la réaction populaire se traduit par une augmentation de la mauvaise humeur dans les rues. En premier lieu, dans le secteur du transport en commun. Chauffeurs abandonnant leurs véhicules, tombés en panne d'essence au beau milieu de la chaussée, eux et leurs passagers pestant contre tous ceux qui s'opposent à leurs gestes. Brouhaha aux stations d'essence qui distillent les dernières gouttes dans des bidons en plastique, s'il vous plaît, et où les taximotos occupent la première place, puis soudain éclate une bagarre, forçant à mettre brutalement fin à l'opération, etc., etc. Bref, la rue n'est pas à prendre avec des pincettes. Les gens sont chimères, traduction créole de chimérique, ou plutôt aussi enragés que ces personnages mythologiques, mi-homme, mi-bête, appelés les chimères. Évidemment, il suffirait d'une étincelle pour que cela tourne en un mouvement généralisé. Gare aux émeutes du 6 au 8 juillet 2018, encore que c'était limité à quelques pillages dans les grands centres commerciaux entourant la capitale. Vous aurez remarqué ce dernier changement, les stations d'essence, elles aussi, s'enferment dans de nouvelles structures en métal renforcé pour se protéger d'attaques éventuelles. Cela dit tout. Le gouvernement fait semblant de ne s'apercevoir de rien. On continue de mettre tout le reproche d'expliquer la rareté par la subvention accordée aux consommateurs haïtiens sur les produits pétroliers qui, du moins d'après les chiffres officiels, atteindrait une moyenne de 29% sur le coût réel. Mais comme si la suppression de cette subvention est une panacée qui viendrait guérir tous nos problèmes, tous les autres maux. Donc aussi, comme s'il y avait plusieurs États haïtiens dans un même État. Un pour les profiteurs et un pour leurs sujets. Un État haïtien pour le consommateur, avec un budget uniquement à cet effet, mais bien entendu, toujours déficitaire, puisque le consommateur est toujours au plus bas de l'échelle, mais en même temps tenu soigneusement en dehors d'un autre État haïtien, celui-ci absolument intouchable et only pour nos dilapidateurs des fonds publics, comme si ce n'était pas un seul et même trésor public, un qui ne peut éviter les raretés coup sur coup du carburant, et un autre qui est vidé avidement, goulûment, par ceux qui nous gouvernent. Cependant, au milieu de la pire crise économique de notre histoire des dernières décennies, ce n'est pas ce que disent les rapports des institutions de contrôle des finances publiques, les ULCC, UCREF, des CPJ, appuyés par les organisations des droits humains, tel ce dernier rapport de l'organisation J'éclairé sur les 1001 stratagèmes utilisés au sein de l'actuel Sénat de la République pour siphonner les fonds publics. Comme si en même temps que la subvention aux consommateurs à la pompe qu'on nous présente comme le crime le plus abominable, il n'y avait pas également la disparition dans le même temps des près de 4 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Cependant, les manifestations
à l'appel de l'opposition au pouvoir en place, ne font pas foule comme on aurait pu croire. Réponse, la rue ne pense pas que les politiciens peuvent avoir la réponse. C'est la défaite des politiciens, quels qu'ils soient, hélas. Les tenants actuels peuvent donc continuer de se la couler douce, oui, vider le trésor national sans crainte aucune, enfonçant la majorité, toujours plus, dans les pires turpitudes, et poser en même temps les jalons pour assurer leur inamovibilité. Le peuple est zombifié, ou plutôt capitulation totale des élites, à moins que cette chimérisation qui précède la rentrée scolaire du 9 septembre ne soit plutôt la goutte d'eau, le dernier signe avant-coureur d'un Badminton Medley ou trop c'est trop, d'un ras-le-bol général, généralisé. Il ne reste que d'attendre. Mais retenez-le bien, seuls nos gouvernants et ceux qui profitent de leurs abus contre la communauté nationale, y compris dans la communauté internationale, seuls eux qui en seraient les responsables. J'écoute Mélodie FM. Palais.com. Écoutez Mélodie, il est 8h35. L'actualité, c'est ce matin au Parlement, la Chambre des députés, où a été annoncée la séance de déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel, accompagné de son cabinet ministériel, mais l'opposition, les députés de l'opposition y font barrière, y font barrage, sont sur les lieux bien avant ceux de la majorité et ils entendent empêcher cette séance qu'ils considèrent comme inconstitutionnelle. Il y a d'autres points qui étaient à l'ordre du jour et qui, selon eux, auraient été repoussés de côté. Nous essayons d'entrer en communication avec le président de la Chambre des députés. Au milieu de tout cela, le député Gary Baudot, nous n'arrivons pas à le contacter. Nous avons 2 numéros, nous essayons tous les 2 numéros. Nous n'arrivons pas à le contacter. Il est peut-être sur d'autres antennes. Cependant, si le président de la Chambre, Gary Baudot, accepterait de répondre à nos questions, de venir préciser sa position pour les auditeurs et auditrices de Mélodie FM, bien entendu, nous attendons son appel. Il peut nous appeler au 34 54 01 26. Nous reprenons 34 54 01 26. Autre titre de l'actualité, Port-au-Prince fermé ce lundi par des manifestants contre ce qu'ils appellent l'augmentation anarchique sauvage des prix du carburant, profitant de la rareté, selon les manifestants, rareté programmée, puisqu'on a annoncé l'arrivée de 300 000 barils de pétrole pendant le week-end. Alors selon eux, c'est ou bien le carburant sera vendu à son prix officiellement fixé, ou bien il ne le sera pas. Des manifestants ayant même menacé ce lundi de bloquer l'entrée sud de la capitale par où passe le carburant venant du port de débarquement. Donc le Premier ministre désigné Fritz William Michel, invité à présenter ce mardi sa déclaration de politique générale à la Chambre des députés. Cependant, les députés de la minorité y font barrage, comme vous avez entendu tout à l'heure. Autre titre, selon les gouvernants, l'État perdrait 7 milliards de gourdes par mois dans la subvention du carburant à la pompe. Ce sont bien entendu des chiffres officiels. Et puis l'actualité reste branchée bien entendu sur les Bahamas et à partir probablement de ce mardi, de ce soir, sur les États-Unis, la Floride d'abord, où l'ouragan Dorian menace de faire des siennes, si l'on peut dire, où le monstre est attendu ce mardi soir éventuellement. Et puis cette information, la Banque mondiale envisagerait une seule et même monnaie pour la République dominicaine et Haïti. Et bien entendu, c'est difficilement réalisable, surtout à cause de la situation où se trouve la monnaie haïtienne, notre gourde ayant complètement dégringolé aujourd'hui. 99 gourdes, si ce n'est plus, en tout cas rien ne semble pouvoir arrêter cette chute libre. 99 gourdes pour $1 américain, rappelons le taux officiel, 5 gourdes pour $1 américain. Dans un petit instant, on fera un tour du côté de Miami pour voir comment se prépare la Floride face à l'arrivée de l'ouragan Dorian. C'est dans un petit instant,
Mélodie, il est maintenant 8h39. Vous pouvez dorénavant recevoir sur le net votre abonnement du journal Haïti en marche. Pour information, contactez à Miami Michel au 305 754 0705 ou au 786 457 88 30 ou Bernard au 305 401 22 46 ou sonnez à Port-au-Prince le 34 52 04 28 34 54 01 26. Haïti en marche. Puis Miami, comment se vit le suspense à Dorian? Elsie nous dit. Bonjour, en attendant Dorian. Mais non, je ne me suis pas trompé. C'est le même titre que la chronique d'hier, pourtant c'est une chronique nouvelle. Le fait est que nous, de la Floride, en sommes toujours là à attendre Dorian. Le virage n'a pas encore eu lieu. Ce virage qui va signifier pour nous, de la Floride, s'il a lieu, que le cyclone Dorian va remonter tout au long de la côte est de la Floride sans frapper de plein fouet avec toute la dévastation qu'un tel impact pourrait comporter. Ce qui fait dire à la journaliste Jacqueline Charles, le destin de la côte est de la Floride dépend d'un virage vers le nord, ce qui signifierait que l'un des plus violents cyclones de la côte atlantique dans toute l'histoire des ouragans pour cette partie du pays continuera sa trajectoire en longeant la côte est du département ou bien entrera de plein fouet sur les côtes de la Floride si virage il n'y a pas. L'ouragan Dorian a passé la plus grande partie de la journée de dimanche à dévaster les Bahamas avec une intensité de catégorie 5 et des vents atteignant un maximum de 185 miles à l'heure. Aux dernières nouvelles, on apprenait que les vents avaient même atteint 300 miles à l'heure, avec des moments de pic, évidemment, allant à ces 300 miles à l'heure, et un diamètre de 20 pieds et balayant tout sur son passage. Les premières images montrent des maisons dévastées, des buildings ayant perdu leur toiture, inondées par des vagues d'eau, inondées par toutes sortes de débris, de déchets. La menace d'une tempête de telle intensité, a provoqué une grande panique dans tout le département de Floride. Les résidents se sont précipités vers les stations de gasoline, vers les magasins d'alimentation ou vers les quincailleries au fur et à mesure que des précisions météorologiques annonçaient que c'est tout l'État de la Floride qui se trouvait sous Hurricane ou Tropical Storm Watch ou Warning. Quelques autres entités allant de Palm Beach Nord jusqu'à Volusia se sont empressées d'ouvrir des abris ou ont lancé des appels à l'évacuation pour ceux habitant le long de ces côtes. Vers 5 heures de l'après-midi, lundi, la tempête continuait sa route avec une vitesse de déplacement aussi minime que 1 mile par heure, tandis que les vents étaient de 165 miles par heure. Avec Dorian, toujours à 115 miles de West Palm Beach, tôt lundi matin, ce n'était pas encore clair de savoir si l'ouragan allait s'orienter vers le nord ou bien s'il allait se diriger tout droit vers la Floride. Le National Hurricane Center continuait d'espérer que le virage allait avoir lieu, le virage vers le nord. Dans les premières heures de la journée de lundi, le cyclone Dorian avait vraiment beaucoup de mal à avancer. Il n'avait pas de mal à avancer, il avait choisi cette voie et il a causé, comme vous le savez tous déjà, des dommages inimaginables aux Bahamas. Et cela pendant toute la journée du lundi, mais également lundi soir. Les météorologistes continuent à dire que le lundi 2, du lundi 2 au mercredi 4 septembre, Dorian allait continuer à s'approcher dangereusement des côtes de la Floride. Que faire en pareille situation?
On ne peut que lancer des appels à la prudence et commencer à déplacer la population, mais on ne peut pas la déplacer. Il faut que la population accepte de se déplacer. Il est pratiquement sûr, d'après les météorologistes, qu'un virage vers le nord va avoir lieu. La question est de savoir quand et surtout, est-ce que d'ici à ce que ce virage se produise, est-ce que Dorian ne va pas continuer encore et encore à se rapprocher des côtes de la Floride? Il est fort peu probable que ce virage aura lieu direction sud, comme ce fut le cas pour le cyclone Andrew. 16 heures, 16 jours, où toute une population baigne dans l'incertitude, ont attiré sur les écrans de télévision et les stations de radio des millions d'habitants qui, selon les précisions des météorologistes, faisaient le va-et-vient entre les divers magasins pour protéger encore et encore davantage leur demeure. Pour nous autres, vivant pour le moment au sud de la Floride, le message diffusé par le gouverneur Ron DeSantis est « Préparez-vous, attendez pour voir ce qui va arriver », mais ce qui est arrivé dans les Bahamas peut aussi arriver ici. Le premier ministre des Bahamas, quant à lui, a déclaré au cours d'une conférence de presse « Le jour où Dorian a heurté mon pays, les Bahamas, c'est le jour le plus triste de ma vie. » Et le pauvre, il en avait les larmes aux yeux. J'écoute Mélodie FM. Palais.com. Mélodie, il est maintenant 9h moins 10, quelques toutes dernières. On apprend ainsi sur les réseaux sociaux que le bateau de gaz est toujours visible dans la rade, mais contrairement à ce qu'on a cru, le bateau attend toujours le paiement, car on précise, si les deux commandes ont été payées, il reste la dette envers les compagnies pétrolières qui est toujours là, donc la dette n'a pas été liquidée. Il y a du carburant au moins pour les 3 prochaines semaines, mais la dette envers les compagnies n'a pas été liquidée. Les deux commandes sont payées, mais pas la dette. Autre point important ce matin, c'est la Chambre des députés, où on signale que les députés de l'opposition, que vous avez entendu tout à l'heure au cours de l'émission, nous avons essayé en vain d'entrer en communication avec le président de la Chambre, le député Garibodo, pour avoir son point de vue. Nous n'avons pu, nous lui avons demandé de nous appeler, il l'a pas fait jusqu'à présent non plus. Bon, alors, la Chambre où les députés sont, paraît-il, consciencieusement en train de rendre la séance impossible pour ce matin, la séance où devrait paraître le nouveau Premier ministre désigné, Fritz William Michel, accompagné de son cabinet. Voilà donc pour l'actualité locale. Il est maintenant 9h moins 9. Dans le reste du continent, le parti FARC appelle ses ex-guérilleros à ne pas reprendre les armes. Le parti FARC, formé en Colombie, comme on sait, par l'ex-guérilla du même nom, FARC a appelé ses membres à ne pas reprendre les armes, suite au soulèvement d'anciens chefs du FARC qui se sont mis en marge de l'accord de paix de 2016. Rodrigo Londoño, ex-numéro 1 du FARC et aujourd'hui président du parti qui est devenu le mouvement, a invité ceux qui peuvent être tentés par les chants des sirènes, des déserteurs de la paix, à réfléchir, méditer, analyser avec soin la réalité avant de se décider à commettre une telle erreur. Fin de citation. On sait en effet que dans une circulaire adressée aux militants de la Force alternative révolutionnaire commune ou FARC, Rodrigo Londoño, aussi connu sous son nom de guerre Timochenko, a déclaré le parti condamne et prend ses distances avec le retour aux armes. Lancé par 20 dissidents des FARC, dirigés par Ivan Marquez, ex-numéro 2 de la guérilla et chef négociateur de l'accord de paix, qui ont annoncé jeudi dernier, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qu'ils reprenaient la lutte armée, arguant de la trahison par l'État de l'accord qui a conduit au désarmement de la plupart des guérilleros. Autre titre, en Algérie, l'armée veut une présidentielle avant la fin de l'année. Le haut commandement de l'armée algérienne a réclamé ce lundi que le décret de convocation de la présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, renversé il y a peu, que ce décret soit publié le 15 septembre, ce qui permettrait au scrutin de se tenir avant la fin de l'année.
depuis la démission le 2 avril du président Bouteflika, sous la pression d'un mouvement de contestation, le haut commandement de l'armée, longtemps titulaire du pouvoir réel en Algérie, a repris de facto les commandes du pays. L'armée refuse toute autre solution de sortie de crise, cependant, qu'un scrutin présidentiel. Ah, au moins une armée qui appelle à l'organisation des élections présidentielles. Autrefois, il y en a qui disaient « fauteuil là trop chaud, faut me font-ils rafraîchir ?» Toute ressemblance avec qui que ce soit est refusée par nous. Mélodie, eh bien, on reste principalement branché également sur l'actualité du plus terrible ouragan, si l'on peut dire, du siècle, Dorian, qui, après avoir laminé les Bahamas, menace en ce moment les États-Unis, à commencer par la Floride. Nous restons sur la brèche. Vous écoutez Mélodie et il est maintenant 9h moins 5. Olapalais.com Olapalais.com Olapalais.com